Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On est en compagnie aujourd'hui d'une anthropologue, docteur en anthropologie, Florence Bergeau-Blacker, qui est chargée de recherche au CNRS, en poste au laboratoire Groupe Société, Religion, Laïcité, spécialiste notamment du mouvement des frères musulmans et auteur d'un livre qui fait beaucoup de bruit encore aujourd'hui, Le frérisme et ses réseaux, publié chez Odile Jacob. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vos recherches, votre témoignage aussi, vos témoignages sont particulièrement précieux en ce qu'ils mettent en lumière la stratégie d'une organisation qui agit dans le secret. Avant d'évoquer plus spécifiquement le cas du Hamas, qui nous intéresse particulièrement, et aussi d'examiner la situation en France, évidemment, un mot du cadre général dans lequel agit cette confrérie des frères musulmans. Il est très important de noter, évidemment, que c'est une organisation secrète, ce qu'on ne sait pas toujours. Comment est-elle organisée? Comment fonctionne-t-elle, Florence Bergeau-Blacker? Alors peut-être qu'il faudrait expliquer d'abord dans quel contexte particulier je parle en ce moment. Donc mon livre est sorti sur le frérisme, est sorti il y a un an, janvier 2023. Et un an après, il n'y a toujours pas de réfutation selon les règles de la méthode à ce livre. Par contre, il y a un certain nombre il y a une cabale en fait, continue depuis un an sur ce livre qui pourtant a beaucoup de succès, qui est apprécié par nombre de mes collègues. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je viens d'apprendre aujourd'hui que un de nos collègues qui travaille sur les frères musulmans, on est très très peu nombreux en Suède, donc risque la prison parce qu'il aurait indiqué un certain nombre de noms de d'institutions, de gens qui seraient donc impliqués dans ces réseaux fréristes, et évidemment, on veut le faire taire. Donc voilà ce Pourquoi qui se passe risquerait-il la aujourd'hui. Alors prison? moi-même, je suis... Pourquoi risquerait-il la prison? Alors, il semblerait, que la presse suédoise a mis en évidence, donc, qu'il y aurait des problèmes éthiques et que ça peut aller jusqu'à des peines de prison. Alors, je ne sais pas si ça sera le cas vraiment, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça que la presse titre dans son cas. Donc, on est quand même dans un moment un petit peu particulier. Il y a un autre chercheur qui s'appelle Lorenzo Vidino, qui est probablement un des meilleurs spécialistes des réseaux frères musulmans dans le monde, et en particulier aux États-Unis et en Europe. Et lui aussi fait l'objet d'une cabale continue depuis maintenant plusieurs mois, au prétexte qu'il aurait été financé par les Émirats, etc. Enfin, dans des choses qui ne sont jamais évidemment prouvées, et avec des intentions qui sont évidemment celles de le disqualifier, de le délégitimer. Nous avons aussi une collègue allemande. Tout ça se passe en fait à peu près en même temps. C'est ça qui est intéressant. Nous avons une collègue allemande qui s'appelle Susanne Schröter, qui aussi fait l'objet de menaces. Et quant à moi, je fais l'objet de menaces. Je suis sous protection policière. Et voilà la vie du chercheur, la vie moyenne du chercheur qui s'intéresse aux frères musulmans hors du monde musulman. Je veux bien préciser ça parce que des travaux sur les frères musulmans dans le monde, sur temps long, il y en a énormément, que ça soit dans l'histoire, des approches géopolitiques, au Moyen-Orient ou ailleurs, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on touche à l'Europe, alors là, les choses changent. Et c'est intéressant parce que finalement, on voit que aujourd'hui, le cerveau de la confrérie se trouve en Europe. Alors qu'elle est née en Égypte, ceux qui aujourd'hui ont le plus d'influence dans les réseaux fréristes, qui sont, pour vous expliquer un petit peu, certes, la confrérie est née en Égypte, elle a toujours sa tête historique, c'est le canal historique de la confrérie, mais en réalité, en raison des difficultés qu'il y a à être un frère musulman en Égypte aujourd'hui ou dans d'autres pays, eh bien les frères se sont expatriés et, si possible, vont dans les endroits où on les laisse tranquilles, et même où on peut même avoir des relations plutôt euh, qui leur sont agréables, on va dire. Et donc, on va les retrouver à Bruxelles, à Londres, dans les capitales européennes.
Et c'est de là qu'ils agissent désormais. Donc c'est très important. On le verra quand on parlera du Hamas et puis de ce qu'on appelle la rue arabe, que moi j'appelle l'Oumma, qui évidemment joue un très grand rôle Mm. dans ce qui se passe dans les négociations qui ont lieu dans cet espace-là. Alors Voilà. justement, Donc voilà un revenons petit sur peu le contexte aujourd'hui. l'aspect secret me semble aussi important peut-être à repréciser d'emblée pour bien comprendre que il y a une action de ces frères musulmans et que le principe, c'est que c'est une organisation secrète, ce qui évidemment rend difficile à la fois les recherches et l'identification de ce qui s'y passe. C'est ça, en fait, elle naît, secrètement, elle se déploie, dans le secret, en Égypte. Et puis bon, au fil du temps, on commence à la connaître, et disons, bah, voilà, aux alentours des années 2000, elle se fait connaître parce elle veut, gouverner et donc passe aux politiques et donc quand on passe aux politiques, on est obligé de dire un certain nombre de choses sur soi, ce qu'elle fait et donc elle devient un petit peu plus, loquace, bavarde en fait sur son propre fonctionnement et on en connaît d'ailleurs, beaucoup, depuis qu'ils sont passés donc, à la phase du politique. En revanche, quand ils se sont expatriés, plutôt dans les pays occidentaux, en passant par les campus, hein, c'est toujours par les campus qu'ils arrivent, là, ils sont restés strictement, secrets. Pourquoi? Parce que dans les sociétés, démocratiques, libérales, on ne torture pas les gens et c'est tout à fait heureux, pour, qu'ils disent, ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent faire. Donc le secret est un avantage considérable dans nos sociétés, de transparence, où on fait confiance, hein, un minimum, à ce que les gens, disent, qu'ils sont et ce qu'ils vont faire. Donc en restant, dans le secret, ils peuvent évidemment, éviter toute interdiction, heu, toute, heu toute mesure en fait qui serait prise à leur encontre et faire croire que les gens, qui travaillent sur eux, qui arrivent à démontrer en fait comme on le fait, leur stratégie, leur visée et cetera, sont des fous qui sont des complotistes, qui disent seulement, le produit de leur imagination. Mm. Voilà comment ils font. Alors Voilà un petit justement, peu donc le contexte dans lequel on oui. travaille. Mm. Alors, on va parler bien sûr, de Je vous leur en prie. idéologie, de leur stratégie, Florence Bergeau-Blacker, mais peut-être encore un mot sur les dirigeants, les têtes pensantes. Est-ce qu'on a une idée quand même? Est-ce qu'ils sont identifiés, ces personnes qui dirigent malgré tout ce réseau qui est assez indépendant, on va dire, dont les filiales sont relativement indépendantes? Alors, on a des noms, hein, on a des personnages, qui sont généralement, ceux qui dirigent les associations vitrines, puisqu'en fait, il y a l'arrière-boutique et puis il y a les vitrines. Donc on connaît ceux qui dirigent les associations, par exemple en France, Musulmans de France, donc si vous regardez, le bureau, qui est là et cetera, mais vous n'allez voir qu'une partie de la confrérie. Vous ne verrez pas l'arrière-boutique et les personnes donc assermentées, hein, qui sont strictement tenues de rester dans le secret. Alors il y a des personnages comme Ammar Lasfar, dont on sait qu'ils sont des frères musulmans, mais depuis, on le sait depuis 30 ans, donc ils n'ont pas eu besoin de se cacher, enfin ils ne peuvent plus se cacher. On sait des gens comme Tarek Oubrou, bien sûr, qui restent proches de la confrérie, même s'il dit s'en être éloigné, comme il dit aussi, on ne renie pas sa famille. Enfin, voilà. Donc, on sait que ce milieu de la confrérie des assermentés existe, qu'il est actif. On n'a pas forcément les moyens, nous, en tant que chercheurs, alors peut-être les renseignements, mais nous, on n'a pas forcément les moyens en tant que chercheurs de savoir qui fait quoi exactement. C'est très difficile à savoir. Par contre, ce qu'on peut faire, et moi, ce que je fais depuis 30 ans que je les étudie ou que je les ai dans le viseur, c'est de les étudier par l'impact qu'ils font. C'est-à-dire qu'est-ce qui est produit. Donc en étudiant en fait l'impact, j'arrive à comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font et quelles sont leurs stratégies ici en Europe, hein, puisque il y a une certaine indépendance, une certaine autonomie des différents pôles confrériques. Et donc, ce que j'ai essayé de mettre en évidence, c'est que pour moi, le frérisme, c'est pas une école théologique, ça n'est pas une école juridique, c'est un système d'action. Donc, je me suis appuyée sur la sociologie des organisations pour le décrire comme
un système d'action qui est destiné à rassembler l'ensemble des composantes de l'islam pour accomplir l'objectif califal, c'est-à-dire la société islamique mondialisée et moderne. Donc, il s'agit pour les frères non pas de faire de fabriquer un monde musulman homogène, mais de se servir des dispositions de chacun, les littéralistes, les libéraux, etc., pour que tous s'accordent à cet objectif-là. Dès lors qu'on regarde les actions des associations fréristes en fonction de cet objectif, alors ça c'est clair. Si par contre on reste, comme on le faisait avant, sur une conception communautaire fermée et repliée sur soi de la confrérie, alors on n'y comprend rien du tout. Ce n'est pas une secte au sens habituel du terme, c'est plutôt la secte, par exemple, va vous isoler de votre environnement familial, de quartier, etc., pour vous endoctriner. Eux, ils font le contraire. C'est-à-dire que pour recruter, ils endoctrinent à l'intérieur de la famille et la famille doit elle-même, en fait, diffuser dans son quartier. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît en fait depuis le début. Hassan el-Banna l'avait théorisé comme ça. Et puis après, avec le temps, selon le contexte, ce sont les gens du texte et du contexte, eh bien, ils se sont améliorés et ils ont perfectionné leur méthode, toujours avec cet objectif. Et c'est ça qu'il faut retenir en fait avec les frères, c'est toujours la société islamique. Si c'est pas maintenant, ça sera plus tard de toute façon. On a le temps long, on travaille pour soi, pour son propre salut, avec les Hassanats, et puis on travaille pour la collectivité, et un jour, dans 100 ans peut-être, eh bien le monde sera musulman. Alors ça, c'est l'idéologie qui est assez clairement définie. Les moyens utilisés, est-ce donc qu'ils sont adaptables en fonction des situations, si on vous comprend bien? Alors les moyens utilisés, c'est l'entrisme, l'infiltration et le tissage de tout un milieu associatif ou un milieu entrepreneurial ou le fait d'infiltrer des départements. Alors ça peut être des mairies, ça peut être des ministères, etc. Donc être présent et puis diffuser en fait l'ADN frériste, cette petite musique que que moi j'appelle la charia compatibilité, c'est-à-dire transformer les règles du jeu, les lois éventuellement, mais très très doucement pour qu'on puisse accepter le frérisme comme étant l'islam. C'est ça, Alors parce que le que frérisme n'est oui. pas l'islam. Mais en quoi il se différencie de l'islam, cette confrérie, finalement? Parce que c'est quand même le but de l'islam Eh aussi, bien finalement, justement, globalement. Mm. eh bien par le fait qu'elle est axée sur la mission, qu'elle ne reconnaît pas les différentes écoles juridiques, elle se sert un peu comme le cherry picking dans les différentes écoles, et qu'elle a cet objectif-là, l'objectif califal, qui fait avancer tout le reste. Elle se distingue aussi par sa conception systémique de la religion, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un élément de la religion, il vous faut prendre l'ensemble, parce que tout est relié. Donc, par exemple, le voile islamique, ce n'est pas juste un signe, évidemment ce n'est pas un signe, c'est une norme destinée à séparer donc les hommes et les femmes, bien sûr, et à organiser la société autour de la séparation des sexes, mais aussi la division sexuelle du travail. Donc c'est déjà un ordonnancement de la société. Et il en découle un certain nombre de choses. Alors, on va parler de la pudeur, on va parler de la nature du féminin pour telle et telle tâche, etc. Donc c'est déjà une mise en ordre. Et une société islamique frériste commence toujours par cette fondamentale distinction, d'où l'importance du voile. L'autre distinction, c'est halal-haram, c'est-à-dire que tout a une polarité, soit c'est licite, soit c'est illicite. Et l'objectif pour chaque musulman à qui on demande d'être un ambassadeur de l'islam, c'est de vivre dans le licite, d'éloigner l'illicite pour soi et aussi pour les autres. Donc il y a un certain nombre de principes comme ça qui sont imposés comme étant l'islam. Mais en réalité, c'est le frérisme avec cet objectif califal.
il y a d'autres mouvements, alors on parle souvent des soufis, mais il y a aussi du soufisme, c'est un peu compliqué, mais on parle souvent des soufis, mais qui effectivement ont une relation à Dieu, totalisante, et voilà, ça s'arrête là. Il y a pas de volonté, il peut y avoir une volonté prosélyte, bien sûr, hein, il y a c'est une religion prosélyte, tout comme le christianisme, mais ou le catholicisme, mais c'est une, ça reste une espèce de mission individuelle. Tandis que là, c'est un mouvement, c'est ce que Kardawi, hein, théorise, c'est ce qu'il appelle le mouvement islamique. Et donc la mission, c'est pour chacun. C'est aussi ce que j'appelle une nouvelle théorie de l'action humaine. Tout acte, toute action doit être tournée vers la satisfaction de Dieu. Et la première satisfaction de Dieu, c'est de créer sa communauté unique sur la terre. Voilà. Et quand on comprend ça, à ce moment-là, les choses s'éclairent. Alors, évidemment, mon livre, qui est pourtant basé sur énormément de documents, a été taxé de complotiste. Comment ces gens auraient une visée? Bah oui, ils ont une visée, c'est le plan de Dieu. Et toutes les grandes religions ont cette idée d'un plan de Dieu. Voilà. Mais eux le mettent en moteur de l'action. Les frères musulmans sont-ils soutenus par des États? Oui, les frères musulmans sont soutenus par des États. Alors on connaît bien sûr le Qatar, on connaît aussi le rôle de la Turquie. On connaît moins, et pourtant il est important parce que ce n'est pas un État, le rôle de l'Union européenne, des financements de l'Union européenne. Et là, il est très difficile de savoir si l'Union européenne est consciente, en fait. Il y a des éléments qui prouveraient que oui, mais il y a des éléments de type bureaucratique qui montrent que non, qu'effectivement, on va financer des associations fréristes et des groupes fréristes sans le savoir, par la complexité en fait du jeu des financements, des appels d'offres, voilà. Donc ça c'est effectivement un peu compliqué. Je suis en train d'y travailler d'ailleurs en Je vous ce arrête moment. là-dessus parce que quand même, ça voudrait dire, selon vous, qu'il n'est pas exclu que dans les milieux européens, l'infiltration soit telle que ces aides soient faites en connaissance de cause? Oui, je le pense. Je le pense. Évidemment, je ne peux pas le démontrer. C'est bien le problème, puisque ces gens ne revendiquent jamais ce qu'ils font. Mais on a quand même, avec l'histoire du mouvement, qui était mieux connue à l'époque parce qu'il se cachait moins, des éléments qui montrent qu'il y a encore des institutions très actives qui travaillent directement pour la confrérie. Alors évidemment, comme le FEMISO, on le cite souvent, hein, c'est la branche jeune des musulmans, des frères musulmans, évidemment qui nie toute appartenance et tout lien avec les frères musulmans, mais il faut donc faire des recoupements et voir l'affiliation, ce sont les mêmes personnages, mais ces personnages-là, dès qu'ils sont en fait repérés, changent, démissionnent, vont dans une autre association, créent un autre système, un autre arrangement. Donc c'est vraiment du jeu du chat et de la souris, et comme ils ne font rien d'illégal, ils passent sous les radars de la surveillance. Alors, on va revenir à l'Europe. Je voudrais qu'on parle de l'une des émanations des frères musulmans qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, à savoir le Hamas. Comment pensez-vous, par exemple, qu'a été décidée l'attaque du 7 octobre et comment elle s'inscrirait assez parfaitement dans la stratégie dont vous nous parliez tout à l'heure? C'est difficile à dire. En tout cas, il est clair que le Hamas se revendique comme étant une des ailes des frères musulmans en Palestine. C'est ce qu'il dit. Je le cite hein, dans l'article 2, le mouvement des frères musulmans est un organisme mondial qui se distingue par des concepts islamiques qui s'appliquent à l'ensemble des domaines de la vie, aux représentations et aux croyances, à la politique et à l'économie, à l'éducation et à la vie sociale, au judiciaire, à l'exécutif, à la mission et à l'enseignement, à l'art et à l'information, à ce qui est caché comme à ce qui est manifeste, et à tous les autres domaines de la vie. Alors là, on est vraiment dans la pensée frériste. Pensée totalisante, systémique, c'est vraiment ce qu'on peut lire hein, dans l'article 2 de la charte du Hamas. Alors on dit souvent il y a deux chartes du Hamas, non, il y a une charte,
Et puis il y a un document politique qui lui donne une meilleure figure auprès dans le jeu international. Mais évidemment, c'est toujours la charte initiale qui vaut. Donc on Non, retrouve les éléments dans la bataille de libération. La femme musulmane a un rôle qui n'est pas inférieur à celui de l'homme. La femme tient le premier rôle, etc. Tout ce que les frères musulmans essaient de nous faire croire. Après, il y a le but du Hamas, c'est d'abroger Israël. Hein. C'est tout à fait clairement écrit. Israël existe et continuera à exister jusqu'à ce que l'islam l'abroge, comme il a abrogé ce qui l'a précédé. Voilà, ça c'était, ça. On reprend en fait les termes de Hassan el-Banna. donc on peut dire que le 7 Euh, octobre s'inscrit dans cette stratégie parce que Israël a tout de même un rôle particulier dans cette vision globale d'extension mondiale. Il y a ce point israélien dont le Hamas finalement s'occupe au nom des frères musulmans. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Et en quoi le modus operandi aussi du 7 octobre dit-il quelque chose de cette idéologie destructrice, génocidaire, on va dire, par rapport à Israël? vous posez là deux questions assez différentes. Euh, Ce qui est certain, c'est que, en gros, les frères disent, de toute façon, il faudra reconquérir les terres volées par Israël. Hein, ce sont des terres sacrées. Et si les Palestiniens ne peuvent pas le faire eux-mêmes, notre devoir de musulmans, c'est de les aider, voire même de se substituer à eux. Ça, c'est vraiment très clair. Donc, parce qu'il est illicite de renoncer à cette. Donc, je pense que, bien sûr, l'Oumma et les réseaux fréristes actifs dans le monde soutiennent le Hamas parce que le Hamas est le premier des mouvements qui doit donc accomplir cette première étape du temps religieux. Et c'est comme ça, c'est pour ça que la première question est liée à la deuxième, c'est comme ça que j'interprète cette espèce de joie, de jubilation au moment des meurtres du 7 octobre, des massacres du 7 octobre. C'est l'idée que ça y est, enfin, on rentre dans l'histoire. Alors, il y a un aspect vengeance, mais il y a un autre aspect, puisqu'on l'a vu, c'est pas seulement les Palestiniens qui étaient sur place, ou les gens du Hamas qui s'en sont réjouis, c'est dans le monde entier, il y a des réjouissances par rapport à ces massacres. Et donc, je pense, pour moi, que c'est l'idée que ça y est, on rentre dans le temps religieux. Ça y est, maintenant, on rentre dans le temps et dans l'espace religieux, et donc il faut s'en réjouir, et c'est l'Oumma qui doit s'en réjouir. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Le Hamas est aujourd'hui en grande partie défait par la riposte israélienne. Comment vous pensez qu'il peut réagir, qu'il va chercher à se reconstruire? Comment va-t-il interpréter ce qui a amené quand même à la destruction de la bande de Gaza et de cette organisation? Ouais, je ne sais pas. En plus, je suis pas géopoliticienne. Je ne connais pas exactement les termes locaux de ce conflit-là. Par contre, ce que je sais, moi, vu d'Europe et vu ce que les musulmans de France font de cette affaire-là, euh, le fait qu'ils y soient tant attachés montre que c'est pas la disparition du Hamas qui va changer quoi que ce soit. Cette idéologie qu'il y a derrière, qui est responsable euh, de, de, de ce que fait le Hamas et de ses méthodes, elle reste. Et ça, c'est de la responsabilité de tous les pays du monde de faire ce nettoyage-là. C'est-à-dire qu'il suffira pas de régler ses comptes au Hamas, il faut aussi que tous les pays démocratiques en particulier qui ont des branches fréristes qu'on voit aujourd'hui à Londres, on les voit manifester, en France un petit peu moins, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Il faut effectivement combattre ces réseaux-là. Sinon, on aura de l'antisémitisme partout, on aura et sachant que bien sûr, quand je dis c'est le premier temps du temps religieux, ça veut dire qu'une fois que dans leur tête, une fois que les Juifs ont disparu, c'est au tour des autres. C'est là on est exactement dans le même bateau. Quelle est la situation maintenant, pour revenir en Europe, spécifiquement en France aujourd'hui?
Où en est-on? Est-ce qu'il y a véritablement un danger, j'allais dire, pour le pays par rapport à cette infiltration frères musulmans? Bah, il y a un vrai clivage, hein. On voit que, les musulmans, comme un seul homme, hein, on dit: «Il y a une toute petite partie, de gens qui sont extrémistes et les autres, c'est l'islam tranquille, qui veulent pas en entendre» et cetera. Non, il y a un vrai clivage et ce clivage, c'est les musulmans versus les non-musulmans et les musulmans, dans leur très grande majorité, soutiennent, le alors on dit les Palestiniens, mais finalement n'arrivent pas à condamner ni à considérer le Hamas comme terroriste. Mmh. Alors ils soutiennent pas tous directement, mais le fait qu'ils n'arrivent pas à les condamner comme terroristes est quand même très inquiétant. C'est un sujet dont on ne peut pas parler Si on parce que parle de la même situation. moi, par exemple, réseaux sociaux et c'est des insultes sans arrêt. C'est-à-dire que c'est pas il y a pas des arguments contre des arguments. Vous apportez des arguments et vous vous faites insulter, menacer, c'est d'une très grande violence. Effectivement, on le voit même d'ailleurs sur notre chaîne, la violence que ça peut produire, même verbalement. Non, mais je parlais aussi de la situation en France. Alors, en tant que telle, est-ce que pour le pays, pour la France, on sait que la question est sur le devant de la scène politique malgré tout, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une vraie menace pour le pays d'être effectivement infiltré et où en est cette progression finalement dans notre pays, la France? Oui, il y a une menace, les Français en sont relativement conscients. Je le remarque en allant présenter mon livre un petit peu partout. Par contre, nos politiques, en partie le sont et en autre partie ne le sont pas du tout. Ils sont dans le déni. Notre gouvernement aujourd'hui ne montre pas des signes de compréhension profonde de ce problème-là, malgré le travail qui est fait et notamment ce que j'ai pu montrer, dans mon livre. Je vois que les mêmes erreurs sont faites. Si je prends par exemple, le FORIF, hein, qui est, le Forum de l'Islam de France, qui a été mis en place, par le gouvernement il y a 2 ans et qui est en train de monter notamment heu, une association qui s'appelle Adam et qui est en fait une réplication du conseil, du collectif contre l'islamophobie en France, qui est une structure frériste. Donc on en interdit une qui passe, la frontière et se retrouve donc CCIE, collectif contre l'islamophobie en Europe, pour en créer une maison dans le cadre d'un FORIF qui est complètement opaque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est dedans, au prétexte que ce soit pour conseiller, les ministres ou les fonctionnaires, on ne sait pas qui est dedans et pour peu enfin moi j'ai vu quelques photos, on en a analysé, voilà bon, truffé de frères musulmans donc comme ce sont des gens particulièrement habiles, très politiques, très malins qui effectivement, sont capables d'être, dans la négociation, dans la déférence même par rapport à nos, personnels politiques, heu, on ne on les garde. Alors qu'ils ont des intentions, ils ont un projet très précis, ils sont très intelligents, mais voilà, Et on ne fait rien contre eux. est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler aux autorités françaises et comment Oui. réagissent-elles? Comment vous percevez leur vision, leur perception des choses, leur conscience de la chose? C'est en fait, même que ça soit, au plus haut niveau, hein, on a 2 visions des choses. Que ce soit au ministère ou même, à l'Élysée, il y a plusieurs écoles, c'est ça le problème. On voit bien que, il y a pas accord en fait sur, au plus haut sommet. Vous rencontrez des gens qui comprennent, vous rencontrez des gens qui ne comprennent rien et après, bah, c'est une question de rapport de force à l'intérieur et de carrière et cetera donc c'est compliqué. En tout cas, il y a pas de cap là-dessus. Comment faudrait-il réagir selon vous? Moi, je ne fais plus confiance dans les politiques, hein, sur ce sujet-là. Certains, oui, bien sûr, hein, vous avez toujours des vertueux, des gens courageux, parce qu'il faut en avoir du courage quand on parle de ces sujets-là. Non, je pense que ce sont les citoyens maintenant qui doivent être directement informés, comprendre comment ça marche. C'est facile, hein, parce que moi, comme je le disais, quand je vais faire, signer mon livre, les gens ont tous une petite histoire à me raconter,
à l'hôpital, dans l'école, dans la police, etc. Ils ont tous quelque chose à dire, dont ils peuvent témoigner de l'avancée en fait de cet islamisme particulièrement adapté, que j'appelle frérisme, particulièrement adapté aux sociétés sécularisées. Donc tout le monde en parle, tout le monde est concerné. Et seulement les gens ils me disent mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que la police ne dit rien? Pourquoi est-ce que nos maires, nos préfets ne nous expliquent pas ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'ils se... Nous, on voit bien les choses, pourquoi ils sont dans le déni. Donc, ils posent énormément de questions et c'est à ces questions-là qu'il faut répondre. Euh, et peut-être, évidemment, ne pas en faire un sujet politique. Ça doit être un sujet de mobilisation nationale. Il faut absolument pas que ce soit la droite contre la gauche. Or, c'est malheureusement ce qui se passe avec un parti, LFI, qui est complètement irresponsable, qui joue dans le camp islamiste de façon presque sans se cacher. Là maintenant, on a vu Jean-Luc Mélenchon donc soutenir des manifestations pro-fréristes, sans voilà, ils ne veulent pas savoir cela. Et, euh, et de l'autre côté, à l'autre spectre, de l'autre côté du spectre, des gens qui disent islam et islamisme c'est pareil. Et ça c'est une catastrophe parce que qui dit islam et islamisme c'est pareil, ce sont les salafistes. Hmm. Ce sont dont le frérisme est une des branches. Est-ce que les frères recrutent beaucoup plus depuis le 7 octobre? Vous pensez que ça a aussi donné une sorte d'élan Ah, dans cette guerre? Qu'est-ce qui est si moi, ça séduisant pour peut, les ça jeunes peut. finalement dans ce recrutement? Les périodes de recrutement, c'est le ramadan en Hmm. général. C'est plutôt pendant le ramadan que le recrutement se fait. On le voit avec la multiplication des voiles. Il y a une hausse de voiles chaque fois qu'on a passé la période de ramadan. Euh, Ce qui leur plaît, alors il y a des choses qui leur plaisent, et puis il y a des choses euh, vers lesquelles ils vont parce qu'ils ont peur. Parce que c'est quand même des mouvements qui attirent, bien sûr, voilà, le paradis, la fraternité, très important, la solidarité, mais aussi la peur de l'enfer. Ça marche fort aussi, la peur de l'enfer. C'est est-ce que tu vas, là, ma sœur, tu n'as pas ton voile, mais tu sais pas si tu vas pas avoir un accident en rentrant chez toi, et qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, dans les zones comme ça, où il y a un regroupement fort de population musulmane, il y a un contrôle social qui est, euh, qui est maintenant très important. C'est depuis 30 ans, hein, comme ça, mais alors, là, on en est à la troisième génération des jeunes musulmans réislamisés. Donc, il y a les deux, il y a la peur et l'attraction, la possibilité aussi d'avoir une activité licite, voilà, le halal, en fait, l'espace normatif du halal qui est très pesant. Florence Bergeau-Blacker, est-ce que vous êtes en mesure de donner un chiffre sur le nombre de personnes, on va dire militantes, aujourd'hui en France, par exemple, dans cette mouvance? Alors, il faut bien distinguer la confrérie des gens qui sont assermentés. Donc là, les chiffres seraient autour de plusieurs milliers, dizaines de milliers, on ne sait pas. C'est pas très précis, mais ce sont pas eux qui agissent véritablement. Eux, ce sont ceux qui contrôlent, ce sont ceux qui orientent, etc., en fonction voilà des directives de la confrérie locale. Mais autour, vous avez beaucoup de gens qui travaillent pour eux. Ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont ils recrutent. Ça, c'est une vieille méthode hein, qui est toujours suivie. C'est on cible l'individu, on commence à lui parler de l'islam, ensuite on va lui parler, on va l'approcher avec une littérature un petit peu plus frériste, ensuite on va l'impliquer dans des activités fréristes, etc. Et ça se fait au long cours, c'est-à-dire sur plusieurs années. Si la personne suit, elle sera à un moment donné invitée à rentrer dans la confrérie. Si elle ne suit pas, on la lâche, mais en attendant, elle aura été endoctrinée pendant un certain nombre d'années. Et donc ces personnages-là ne savent pas par qui ils sont approchés, ils ne savent pas qu'ils travaillent pour la confrérie, mais vont continuer leurs petites activités. Donc c'est comme ça en fait que la confrérie se déploie dans l'espace social. Alors après, il y a bien sûr l'argent, il y a alors les réseaux sociaux, la littérature salafi, les jeux vidéo. Maintenant, on essaye d'endoctriner les enfants le plus tôt possible parce qu'on est dans une société pacifiée, donc on essaye d'éviter la violence sur les enfants. Donc plutôt que d'imposer à une gamine de 12 ans le voile,
ont l'habitude, dès l'enfance, à le porter. 4-5 ans, on joue avec, et cetera. Après, elle l'enlève, et tout ça, et de sorte que finalement, c'est elles qui y viennent. Donc on sollicite leur assentiment pour finalement rester dans le licite et être exemplaire. Mmh. Et chacun avec sa spécialité. C'est-à-dire le gamin intelligent, on va l'amener dans une école d'élite, le gamin un peu moins intelligent, on va lui faire du sport. Mmh. Donc, mais l'objectif, c'est toujours, c'est ça, hein, la théorie de l'action humaine, c'est toujours chacun là où il est peut apporter quelque chose à l'islam, peut travailler dans ce sens-là. Donc on est complètement dans la légalité. Moi, je pense que par exemple, quand on a des gens qui passent à l'action violente, c'est souvent des gens qui ont baigné dans ce milieu-là, qui ont trouvé que ça n'allait pas assez vite et pas assez fort, puisqu'il y a toujours cet objectif, mais est-ce que moi je vais le voir, ce paradis? Est-ce que je vais la voir, cette société islamique? Donc vous avez des gens qui pètent un câble et qui vont se retrouver donc recrutés par Daesh ou autre, ou passer à l'action, égorger Mmh. quelqu'un, etc. Parce qu'il y Alors, a un environnement dans mmh. lequel ils sont baignés depuis longtemps. Alors ce que vous dites peut-être peut aider à comprendre et à faire comprendre que la réponse israélienne à cette attaque du 7 octobre, qui ne peut passer que finalement par une destruction au moins de la capacité d'agir de ce genre d'organisation. Est-ce que vous pensez que... C'est ça, la capacité, les financements, vers l'UNRWA, par exemple, on a vu, vous avez des écoles où on a endoctriné des gens, contre Israël. Vraiment, avec une violence, c'est un petit peu ce qui se passe ici, mais de façon un petit peu plus discrète. Quand je dis ici, c'est en France. Mmh. On a, des lieux d'endoctrinement, des femmes, hein, qui passent aussi beaucoup par les femmes, qui vont être des lieux, alors je sais pas, vous allez chez le coiffeur, c'est des coiffeurs entre femmes, des salons de beauté, et cetera. Mais il se dit des choses, ou des ateliers cuisine, mais il se dit des choses pendant ces activités-là. Et pareil pour les enfants, et on fait toujours ça pour Dieu. Donc vraiment, c'est ça, s'habituer à agir au quotidien pour Dieu. Et puis à un moment donné, c'est ce que j'explique dans mon livre, où il y a un chapitre que j'ai écrit avec Fadila Maroufi, où finalement, euh, après discussion, c'est un focus group, un groupe de discussion qu'on anime, et puis plus ça va, on parle du halal et du haram, et puis plus ça va, plus elles se disent que finalement, bon, la charia, pourquoi pas? Alors qu'au départ, il n'en est pas du tout question, mais petit à petit, avec une population musulmane tout à fait ordinaire, avec des plus ou moins pratiquantes, on arrive à retourner, enfin en tout cas les salafistes, les plus pieuses arrivent à retourner les autres. Alors peut-être pas durablement, mais n'empêche Mmh. que on a des séances comme ça qui sont assez bouleversantes et qui montrent l'importance de suivre le licite euh, pour ces femmes. Mmh. Florence Bergeau-Blacker, Et donc de le transmettre. vous êtes donc mise actuellement sous protection policière, hein, ça doit être un peu difficile et dur à vivre. Vous avez fait l'objet de menaces de mort. Sous quelle forme elles ont été adressées, si on peut vous poser la question? Non, malheureusement, je peux pas vous le donner. En tout cas, il y a un personnage qui est en prison, Mmh. donc il y a eu des procès, etc. Donc effectivement, la justice est passée. C'est bien. C'est parmi les menaces, c'est déjà pas mal. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce que je vois chez des collègues qu'on menace de prison. Mmh. Je vois qu'il n'y a pas de véritable réaction des pouvoirs publics. Je suis un peu inquiète. Je dois Mmh. dire que malgré Et tout ce qu'on sait, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qui est fait, et en particulier en France, où on est quand même un pays où on résiste bien, c on a le mouvement, d'endoctrinement et d'influence continue. Il n'y a pas de mmh. réelle prise de conscience. Et sans parler évidemment de l'université, qui est au contraire, vos collègues, Alors j'imagine? l'université, c'est Mmh. c'est même, enfin là, on peut plus rien faire. Là, Mmh. par exemple, pour donner un dernier exemple, il y a un journaliste du Monde qui s'appelle Christophe Ayad, qui a fait un papier complètement caviardé, enfin une espèce de faux contre moi, limite complotiste, et qui passe partout dans les journaux. Donc j'ai essayé d'expliquer que quand même on pouvait pas dire des choses pareilles. Et là maintenant, il vient d'être repris par Jean-François Bayard, qui est
un intellectuel, enfin un académique qui est connu, et qui répète ça bêtement. Donc les médias, les grands médias, Libération, Le Monde, La Croix, bon, Mediapart, qui ont participé à cette cabale contre moi et qui continuent, hein, et ces écrits continuent à circuler, et sont repris dans des travaux universitaires. C'est vraiment incroyable. Sans la moindre preuve, sans le moindre élément critique, alors que mon livre, je le rappelle, n'a toujours pas donné lieu à une véritable critique argumentée. Comment vous réagissez, vous? Apparemment, vous n'avez pas fait le choix de vous taire ou de renoncer. C'est pour vous un combat essentiel. Vous vous sentez responsable aussi de cela, du fait que vous avez cette Oui, enfin, connaissance? oui, mais je pense que c'est pas un positionnement militant chez moi. Il faut sauver la science, il faut sauver la connaissance, il faut sauver la démocratie. Parce que sans connaissance, sans science, sans démocratie, enfin tout cela est lié. Donc pour moi, ça fait 30 ans que j'étudie ce problème-là. Je l'ai vu évoluer, je suis capable d'en parler sans émotion particulière, juste en raisonnant. Et je pensais, moi je le pense encore, mais des fois c'est un petit peu plus difficile que d'autres, qu'on pouvait l'entendre, qu'on pouvait juste raisonner, qu'on pouvait réfléchir ensemble. Et là, depuis le 7 octobre en particulier, c'est tellement clivé que parfois, oui, je suis un petit peu pessimiste. Hmm. Vous Mais avez le bon, voilà, sentiment que la France... où Hmm. Hmm. on m'interroge. Vous avez le sentiment que la France peut être sérieusement menacée sans cette Oui, oui, bien prise de sûr. conscience à laquelle vous appelez? Oui, 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 les c'est un sentiment que partagent les Français aussi, même sans savoir, mais ils ont plus d'intuition, et plus de connaissances instinctives et de leur milieu que la plupart de nos dirigeants, c'est ça le problème. Hmm. À quoi tient votre engagement? Ça sera ma dernière question, Florence Bergeau-Blacker. Alors vous avez raison de parler, d'engagement, c'est un engagement, scientifique, il faut qu'on puisse continuer à penser, réfléchir, analyser, critiquer. C'est essentiel pour moi, c'est existentiel même. Donc c'est ça qui me fait tenir et puis comme je vous l'ai dit, j'ai suivi l'affaire depuis très longtemps et je n'imagine pas un seul instant, arrêter. Hmm. Merci en tout cas beaucoup. Félicitations pour votre courage, évidemment, Florence Bergeau-Blacker, d'avoir accepté cet entretien. Merci à Daniel Cacoun qui réalise les vidéos de Mosaïque et merci à tous pour vos encouragements et pour votre soutien. À la prochaine fois donc pour un autre entretien sur Mosaïque. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.